Dans l'épisode 1 de Détonation, nous avons appris que l'économie canadienne est plus endettée que celle de nombreux pays qui ont eu des pires crises d'endettement du siècle dernier et que ces crises ont causé d'énormes souffrances humaines. Nous avons appris les 4 indicateurs d'une crise de la dette à venir. 1. Hausse soutenue de la dette, en particulier celle des ménages. 2. L'inflation des prix des actifs. 3. Chute de la production. 4. Des déficits importants des comptes courants. Voici le deuxième épisode de Détonation. L'accumulation de la dette. Comme toujours, commençons par les faits. La dette totale de tous les Canadiens s'élève aujourd'hui à 10,2 billions de dollars. La question est la suivante. Est-ce beaucoup? La dette est à l'économie ce qu'un gros sac à dos est à un homme qui grimpe une montagne. Il peut être difficile pour un homme de 100 livres de porter son propre poids sur son dos. Imaginez maintenant qu'il porte 350 livres, soit 3 fois et demi son poids. Il avance à peine et il ne tarde pas à s'effondrer. Mais c'est ça, l'économie canadienne. Une économie qui pèse 2,86 billions de dollars, mais qui transporte une dette de 10,2 billions de dollars. Donc, notre dette représente 3 fois et demi notre économie. Sorry? The servicing costs on the debt that you're going to have to carry, that you're adding to now, right? Interest rates are at historic lows, Glenn. Okay, but it's still a lot of money. No. It's still a lot of money. No. Les crises ont impliqué une dette qui, d'une manière ou d'une autre, est devenue dangereusement disproportionnée par rapport aux moyens de paiement sous-jacents. John Kenneth Galbraith. Une nation est comme une famille qui doit payer toutes ses dettes avec ses revenus. Si la dette d'une famille continue d'augmenter par rapport à ses revenus, elle finira par ne plus avoir les moyens de rembourser sa dette. Le produit intérieur brut d'un pays est la valeur totale de tous les biens et services produits par ce pays. Comme le revenu d'une famille, c'est les moyens pour le pays d'effectuer les paiements nécessaires au service de sa dette. Le PIB du Canada a-t-il grandi assez rapidement que notre dette? Non. Du début de 2015 au milieu de l'année 2023, la dette réelle totale publique et privée du Canada est passée de 7,9 billions à 10,2 billions de dollars, soit une augmentation réelle de 28,5 %, alors que le PIB réel a augmenté de 14,1 points. Cela signifie que plus d'un quart de la dette actuelle est apparue au cours des 8 dernières années, alors que le PIB n'a augmenté que de moitié pendant cette période. Autrement dit, notre dette grandit 2 fois plus rapidement que notre économie. Si l'on ne se limite pas à la dette publique, le problème est encore plus grave. La dette totale des consommateurs, des entreprises et du gouvernement représente 357 % du PIB de notre pays, soit l'un des niveaux les plus élevés en 60 ans et plus de 50 % de plus que la moyenne à long terme de 223 %. Quelle est la comparaison avec les niveaux de dette qui ont causé des grandes crises d'endettement à travers l'histoire? Encore, regardons les faits. Dans la période qui précédait la Grande Dépression, la dette publique et privée totale représentait 125 % du PIB aux États-Unis. Vous souvenez-vous de la crise de la dette grecque il y a plus de 10 ans? Son économie a éclaté après une bulle d'endettement de 206 % du PIB. Vous souvenez-vous de la bulle immobilière des prêts à haut risque aux États-Unis qui a conduit à la crise financière de 2008? Cette bulle représentait 349 % du PIB. Chacune de ces bulles a causé une crise économique massive. La Grande Dépression a ravagé le monde pendant une décennie. Les boursiers ont sauté par la fenêtre de leur bureau. Les gens faisaient la file dans la rue pour obtenir la nourriture et des bidonvilles, appelés des Hoovervilles, d'après le nom du président Herbert Hoover, ont vu le jour dans tout le pays. D'ailleurs, la crise de la dette grecque a entraîné des réductions des pensions et le chômage d'un quart de la population active. La crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis a fait perdre leur logement à des millions de personnes. Pourtant, chacune de ces bulles affichait un ratio de dette totale par rapport au PIB inférieur à celui du Canada actuellement. Le fondateur d'un des plus grands fonds d'investissement, Ray Dalio, a calculé des ratios d'endettement dans 48 des plus grandes crises d'endettement du siècle dernier. Comment nous comparons-nous? Il s'agit des ratios d'endettement juste avant l'éclatement des bulles
dans les 48 crises financières les plus importantes du siècle dernier. Le Canada a actuellement un ratio d'endettement supérieur à celui de toutes ces crises, sauf 3. La plupart de ces crises a été causée par des niveaux de dette de moins de 300% du PIB. Le ratio du Canada est beaucoup plus élevé que cela. Qu'est-ce qui nous met à l'abri du même sort? Sommes-nous tout simplement spéciaux? Nous le pensons peut-être, mais nous pouvons être sûrs que tous les autres pays pensaient être spéciaux eux aussi, jusqu'avant ces crises. Alors, qui doit tout cet argent? Il est réparti à peu près équitablement entre les entreprises, les gouvernements et les ménages. Commençons par la dette publique. En 2022, Statistique Canada indiquait que la dette brute des gouvernements au Canada a atteint un niveau le plus élevé jamais enregistré, soit 102% du PIB. On entend souvent que le Canada a le ratio dette publique-PIB le plus bas du G7. Pas vraiment. En fait, le rapport Fiscal Monitor d'octobre 2023 du Fonds monétaire international montre que la dette brute des administrations publiques au Canada s'élève à plus de 100% du PIB, soit plus que l'Allemagne et le Royaume-Uni, et pratiquement à égalité avec la France. Ces 3 pays font partie du G7. Il est vrai que le Canada a le ratio dette nette PIB le plus bas. Mais ça, c'est une mesure qui n'est pas vraiment réelle parce que ça déduit les actifs prodigieux du régime de pension du Canada et du régime de rente du Québec de la dette globale des administrations publiques, sans compter les engagements au titre des pensions des futurs retraités. En déduisant ces régimes de retraite de leurs dettes, les gouvernements semblent sous-entendre qu'ils pourraient utiliser ces fonds pour se sortir d'une crise de la dette. Mais les retraités s'opposeraient à une telle opération et forceraient les responsables politiques à faire marche en arrière. La dette brute est donc une meilleure mesure. Pire encore, les rapports sur la dette fédérale omettent des centaines de milliards de dollars de prêts garantis par le gouvernement qui deviendraient une dette pure et simple en cas de défaut de paiement. À titre d'exemple, la Société canadienne d'hypothèques et de logement garantit environ 898 milliards de dollars de dettes hypothécaires, dont une grande partie retomberait sur le dos des contribuables fédéraux en cas d'éclatement de la bulle immobilière. Comment en sommes-nous arrivés là? Le COVID-19 est devenu l'excuse « le chien a mangé mon devoir » pour tous les échecs des gouvernements. Mais il n'est pas exact d'attribuer la dette du gouvernement Trudeau à la COVID-19. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'avant COVID-19, le gouvernement Trudeau a enregistré des déficits plus importants que promis dans chaque année où il a été au pouvoir et a renoncé à ses promesses d'équilibrer le budget en 2019, de plafonner les déficits à 10 milliards de dollars et de réduire continuellement le ratio dette-PIB. Il convient de le répéter, le gouvernement libéral a laissé tomber tous ses points d'ancrage budgétaire avant la COVID-19. Les autres niveaux du gouvernement ont été tout aussi irresponsables. Avant COVID-19, les gouvernements libéraux de McGuinty-Wyn ont doublé la dette publique de l'Ontario entre 2003 et 2014, même si seuls quelques-uns de ces déficits annuels étaient justifiés par la récession mondiale de 2008-2009. Même pendant COVID, certaines dépenses n'avaient rien à voir avec COVID. Le directeur parlementaire du budget a conclu que 35,5% des nouvelles dépenses ajoutées par le gouvernement pendant la période de la COVID-19 n'avaient rien à voir avec cette dernière. Pourtant, la dette a explosé pendant cette période, avec un déficit de 328 milliards de dollars en 2020-2021, soit 15% du PIB du Canada, le plus grand ratio du déficit en dehors de la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, blâmer la COVID-19 pour toute cette affaire, c'est ignorer qu'il ne s'agissait pas de la première crise dans l'histoire. Le déficit du gouvernement fédéral en pourcentage du PIB a cumulé 9% lors de la Première Guerre mondiale, 6% dans la Grande Dépression et 4% lors de la grande crise financière mondiale de 2008-2009. En d'autres termes, le déficit fédéral de 2021, corrigé pour l'inflation et de la taille de l'économie, était 64% plus élevé que pendant la Première Guerre mondiale, 2,5 fois plus élevé que pendant la Grande Dépression et presque 4 fois plus élevé que pendant la crise financière mondiale.
Ce n'est que pendant la Seconde Guerre mondiale que le déficit a été plus important. Mais dans les années qui ont suivi, le gouvernement fédéral a rapidement remboursé cette dette de guerre, dégageant un surplus record de 5% du PIB en 1947, 2 ans seulement après la fin de la guerre. Et la taille de notre économie a presque triplé en termes réels au cours du quart de siècle qui a suivi. Cette croissance stupéfiante a réduit à néant les dettes de guerre du Canada. 2 ans après la fin de la guerre, nos ancêtres ont eu un surplus le plus important dans l'histoire de notre pays. 2 ans après la fin de la COVID-19, les déficits du gouvernement Trudeau ne cessent de se creuser. En fait, le gouvernement fédéral prévoit un déficit supplémentaire de 186 milliards de dollars d'ici 2029 et le gouvernement Trudeau a déclaré qu'il était sur la bonne voie pour équilibrer le budget dans l'année jamais. The commitment needs to be a commitment to grow the economy, and the budget will balance itself. Les entreprises. Non seulement les dettes des gouvernements dépassent la taille de l'ensemble de notre économie, mais il en allait de même pour les dettes des entreprises, même avant que la COVID-19 ne frappe. Même les institutions financières canadiennes comme Service économique TD commençaient à s'inquiéter dès février 2020, avant le COVID, par rapport au niveau de dette des entreprises canadiennes. L'un de leurs rapports a montré que le coût lié au paiement de dette était, et je cite, proche de niveau historique, et qu'une part plus importante du revenu des entreprises est consacrée au service de la dette. Fin de citation. Même avec les taux d'intérêt exceptionnellement bas à l'époque, que se passe-t-il lorsque les taux d'intérêt reviennent à leur niveau normal? Aujourd'hui, la Banque des règlements internationaux estime que la dette des entreprises canadiennes sont à peu près 115 % de notre PIB. Ça veut dire que nous sommes parmi les 5 pires pays pour l'endettement des entreprises parmi le G20. Et, encore pire, c'est l'endettement de nos familles. Les familles qui travaillent pour les entreprises endettées et qui paient des impôts au gouvernement endetté portent elles-mêmes un fardeau record. Les données de la Banque des règlements internationaux montrent que la dette des ménages par rapport au PIB s'élève désormais à 103,2 % du PIB au deuxième trimestre de 2023, ce qui est de loin le taux le plus élevé du G7 et près de 2 fois la moyenne du G20. Même avant la COVID-19, nous avons eu un aperçu des dangers de la hausse des taux d'intérêt lorsque la Banque du Canada a augmenté le taux de financement à 5 reprises, en 2017 et 2018, pour le porter à un niveau encore bas de 1,75 %. Ces augmentations minuscules dans les taux d'intérêt ont fait bondir les faillites de 9 %. Ce qui est le plus étonnant dans ce pic d'insolvabilité, c'est la faiblesse des hausses de taux d'intérêt qui en sont à l'origine. Ironiquement, les mesures d'urgence liées à la COVID-19, telles que la chute des taux d'intérêt, le rapport du paiement des factures, les aides en espace et l'interdiction à grande échelle des dépenses de consommation pour des choses comme les restaurants à cause des fermetures, ont peut-être donné un répit temporaire aux ménages qui commençaient à devenir insolvables jusqu'avant l'arrivée de la pandémie. Donc, si les petites augmentations de taux d'intérêt avant COVID a eu un tellement grand impact sur nos consommateurs, imaginons l'impact des grandes augmentations auront sur nos consommateurs maintenant. Donc, on le voit déjà. Après que les taux ont commencé à augmenter en 2022, le nombre de dossiers d'insolvabilité a augmenté de 12 % entre 2021 et 2022. Lentement, mais sûrement, les dettes massives des ménages se renouvellent à des taux plus élevés et obligent les gens à faire face à des paiements mensuels de plus en plus élevés. Selon la Banque TD, les Canadiens consacrent actuellement 15,4 % de leurs revenus aux coûts liés à leurs dettes. Juste à titre de référence, juste avant la grande crise
hypothécaires aux États-Unis, leurs consommateurs consacraient 13,2% de leurs revenus à leur dette. Pire encore, la charge de la dette des ménages est fortement concentrée sur les personnes les plus pauvres. Par exemple, au deuxième trimestre de 2023, les personnes âgées de 45 à 54 ans appartenant au quintile de revenus le plus bas, les 20% de personnes ayant les revenus les plus faibles avaient des dettes qui équivaut à 732% de leurs revenus disponibles, soit une augmentation de plus de 300 points de pourcentage depuis 2014. Même si certains de ces pics sont temporaires, mais où avons-nous déjà entendu ça? La tendance générale est un endettement toujours plus important des ménages. Ces familles de travailleurs plus âgés et plus pauvres sont souvent les plus endettées, subissent les pertes de salaire les plus importantes, ont les plus mauvaises perspectives de carrière et disposent du moins de temps possible pour commencer les pertes. L'endettement croissant des familles ralentit également l'économie. Evan Siddall, l'ancien président-directeur général de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, a déclaré: les Canadiens sont dans le peloton de dettes et de ménages les plus endettés au monde. Avant la crise de la COVID-19, le ratio de la dette brute par rapport au PIB était de 99% au Canada. Ces ratios sont bien plus élevés que le seuil de 80% au-dessus duquel la Banque des règlements internationaux a démontré que la dette nationale accentue le ralentissement de la croissance du PIB. Les insolvabilités augmenteront en 2024, car les familles ne peuvent tout simplement pas payer les intérêts sur leurs dettes qui fait froid dans le dos. En résumé, la part de la dette des ménages dans le PIB est à peu près le niveau le plus élevé dans notre histoire, et c'est le pire dans le G7. Elles sont devenues si importantes que les minuscules augmentations des taux d'intérêt avant 2019 ont provoqué un pic d'insolvabilité. Les taux d'intérêt et les niveaux d'endettement étant beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'à l'époque, les difficultés sont encore pires. La dette publique et privée totale réelle du Canada a augmenté de 28% en termes réels, corrigés pour l'inflation depuis 2015, alors que notre économie a progressé de 14%. L'histoire montre que le danger est réel, mais l'espoir est réel aussi. Considérant la génération de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont revenus au Canada, sinistrés par la guerre, épuisés par leur travail et massivement endettés. Mais en 2 ans, ils ont pu équilibrer le budget et faire le plus grand remboursement de dette nationale dans notre histoire. Et dans les 25 ans qui allaient suivre, ils ont triplé notre économie pour rembourser les dettes et pour donner à la prochaine génération la meilleure qualité de vie dans l'histoire du monde. Si nos ancêtres étaient capables de faire ça, imaginons ce que nous pouvons faire aussi. Avec un gouvernement basé sur le gros bon sens, qui laisse davantage dans vos poches, dans une économie qui récompense le travail et les investissements, avec un gouvernement qui équilibre les budgets et permet des entreprises d'agrandir et de générer des plus grands chèques de paie. Nous pouvons faire ce que nos ancêtres ont fait et fournir un meilleur avenir, protégé et sécurisé pour nous et nos enfants. Donc, ramenons le gros bon sens chez nous.